Est-ce le calme avant la tempête? Après des jours de frappes incessantes, le champ de bataille s'est soudainement tu. Cette accalmie survient quelques jours seulement après que Washington a averti Israël de se préparer à une expansion majeure de l'offensive contre l'Iran. Et maintenant, les Houthis ont ouvert un autre front avec une attaque contre l'Arabie saoudite, ce qui fait que ce bref silence ressemble moins à la paix qu'à un compte à rebours. La minute de Jérusalem débute. Bienvenue à nouveau dans la Minute de Jérusalem sur JNS TV. Alex, il semble qu'après 13 jours de frappes consécutives, le président Trump veut donner une nouvelle chance à la diplomatie une fois de plus. Rapports locaux disent que Trump pense que l'Iran veut reprendre les négociations. Les choses semblent plus sérieuses pour un accord. Nous n'avons pas vu de frappe au cours des dernières 48 heures après 13 nuits consécutives. Eh bien, le président montre une fois de plus qu'il préfère en réalité une solution diplomatique. Il comprend qu'avancer vers une solution diplomatique nécessite la force militaire. 13 jours de frappes consécutives ont visé des ponts et des centrales électriques. Ils ont frappé d'autres infrastructures sophistiquées et importantes à l'intérieur de l'Iran, et il y avait même des menaces ici en Israël, et beaucoup de gens en parlaient, y compris un député du Likoud qui, avant le week-end, a déclaré qu'un retour à la guerre était imminent. Tsahal faisait des préparatifs avancés pour un retour complet à, comme une guerre généralisée, y compris Israël. Israël se prépare potentiellement à absorber des missiles balistiques envoyés directement depuis l'Iran, quelque chose que nous n'avons pas vu depuis. Les États-Unis ont continué, ont repris leurs frappes. Mais hélas, après 13 jours et maintenant avec le Premier ministre qui pourrait bientôt se rendre à Washington, ce dont nous parlerons plus tard, il semble que le président essaie d'utiliser la diplomatie. Et nous avons vu au cours de la semaine dernière le Premier ministre irakien transmettre un message à l'Iran au nom des États-Unis, potentiellement une offre. Nous verrons ce que veulent faire les Iraniens, mais comme déjà dit plusieurs fois, il ne semble pas que l'histoire soit finie. Oui, comme vous l'avez dit, ici en Israël, on se préparait ce week-end. Des abris anti-bombes sont ouverts dans au moins 4 ou 5 villes du pays. À l'approche de Shabbat vendredi soir, une attaque semblait imminente, mais elle n'a pas eu lieu. Le président Trump a déclaré que l'Iran n'était pas encore prêt à conclure un accord, mais qu'il le serait bientôt. Regardons cet extrait. Sur l'Iran, avez-vous pris une décision au sujet des frappes majeures auxquelles vous faisiez référence? D'accord. Devons-nous nous attendre à voir des frappes majeures? Écoutez, nous leur parlons en ce moment. Je pense qu'ils deviennent plus sérieux chaque jour, sans doute pour une raison évidente. Il y a deux options. Celle-ci me semble la plus intelligente, mais l'autre est sûrement plus simple, en faisant ce que nous faisons. Et nous pouvons porter cela à un niveau bien supérieur si nous le voulons. Vous savez, nous sommes prêts à le faire comme vous le savez. Nous sommes armés et prêts. Ils veulent conclure un accord. Je dis qu'ils ne sont pas prêts à conclure un accord. À chaque accord, ils veulent le changer. Ils ne sont pas encore prêts, mais le seront bientôt. Alors, Alex, le président Trump aurait envisagé une frappe massive, spécifiquement contre cette montagne appelée Mont Makouche, surnommée Pickaxe Mountain. Regardons cet extrait. Nous allons probablement attaquer cette zone très bientôt. Et il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet. Vous savez, normalement, je ne dirais pas ça. Si je pensais qu'il pouvait faire quelque chose à ce sujet, je ne dirais jamais ça. Mais nous allons frapper cette zone très bientôt et très durement. Alors Alex, parlons de la signification de cette montagne en forme de pioche. De quoi s'agit-il? Que cache-t-elle? Et penses-tu que, même si le président dit que les négociations vont peut-être se poursuivre en vue d'un accord, il pourrait quand même frapper? Les Américains pourraient cibler cette installation? D'accord. Donc, il y a deux choses. Il y a la montagne en forme de pioche qui est près de Tonatans. Et il y a eu des rapports ces dernières semaines selon lesquels l'Iran a déplacé des centrifugeuses dans cette installation qui serait potentiellement encore plus profondément enterrée que le réacteur nucléaire de Fordo, ce qui voudrait dire elle pourrait résister aux bombes pénétrantes. J'ai encore du mal à croire que même si on largue autant de bombes pénétrantes, la mère de toutes les bombes, les pénétrateurs GBU qu'ils ont utilisés sur Fordo, on ne pourrait pas détruire ce genre de montagne, même si on en larguait suffisamment, et les États-Unis en ont sûrement. Mais vous savez, il semble qu'il y ait des preuves qu'ils essaient par tous les moyens de relancer leur programme nucléaire. Il y a eu des rapports selon lesquels
Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême, dont on ne sait même pas à ce stade s'il est vivant ou mort, mais il y a eu des rapports selon lesquels, vous savez, il serait encore plus déterminé à obtenir une arme nucléaire que son père. Et puis, l'autre élément ici, c'est l'uranium enrichi, qui est, vous savez, supposé être enterré principalement sous l'installation nucléaire d'Ispahan. Et il y a eu des rapports dans le New York Post cette semaine selon lesquels les États-Unis envisageraient potentiellement ce qui pourrait être l'une des plus grandes opérations des forces spéciales jamais lancées pour tenter d'extraire l'uranium hautement enrichi, comme ce que le président a appelé à certains moments la poussière nucléaire. Et cela nécessiterait probablement des milliers de soldats, car les Iraniens protègent assurément cette zone. Et même si l'armée iranienne a été gravement affaiblie, ils disposent encore de certaines forces militaires. Il faudrait donc des milliers de soldats pour sécuriser la zone et la maintenir sous contrôle aussi longtemps que nécessaire, le temps que des forces spécialisées puissent intervenir et procéder à cette extraction qui est une opération très délicate. Il y a également eu un rapport similaire indiquant que si les bombes anti-bunker ne sont pas capables de détruire Pickaxe Mountain, il pourrait également y avoir une opération spéciale pour pénétrer à l'intérieur de Pickaxe Mountain par des forces spéciales et ensuite utiliser des explosifs à l'intérieur de l'installation au lieu de les larguer depuis le sommet. Ce serait probablement une opération plus simple parce qu'il ne s'agirait pas d'une extraction qui nécessite beaucoup de travail délicat avec des spécialistes et prendrait un certain temps à accomplir. Alex, plus tôt dans la semaine, le président Trump a réagi aux attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz en disant qu'à chaque nouvelle attaque lancée, les États-Unis détruiraient un pont ou une centrale. Et puis il y a eu ces commentaires du secrétaire d'État Marco Rubio. Regardons cet extrait. Les gars, j'ai vu Raisi, leur ministre des Affaires étrangères, qui a récemment parlé de leur politique et d'œil pour œil. La politique du président, c'est une tête pour un œil. Ces gens nous appellent chaque jour et supplient qu'on conclue un accord, envoyant aussi des messages à d'autres pays tiers. Ils n'ont presque plus de pays à qui envoyer. Même ici, des pays sont venus me voir. Je viens de parler aux Iraniens. Ils veulent un accord. Le problème, c'est que à chaque fois que ces gens concluent un accord, ils rompent ou modifient l'accord après l'avoir conclu. Ils ne sont sans doute pas encore prêts à conclure, mais ils le seront bientôt car le prix qu'ils paient reste très élevé, malgré leurs discours durs, leur langage empoulé et leurs stupides vidéos légaux. D'abord, une tête pour un œil, ce sont des mots forts. Vous aviez aussi Marco Rubio qui disait que même avec un accord, il les a traités je crois que c'était de plaisantins ou quelque chose comme ça, disant qu'ils allaient de toute façon le rompre. Donc, premièrement, une tête pour un œil. Discutons-en. Ensuite, vous savez à quoi bon signer un accord en sachant déjà que l'Iran va le violer? Eh bien, vous voyez le président et le secrétaire d'État utiliser le même langage. Ils ont tous les deux dit qu'il semble qu'ils ne soient pas encore prêts pour un accord, mais qu'ils le seront bientôt. Donc, c'est évidemment un message coordonné ici. Et la question est, vous savez, quel est l'objectif final ici pour le président des États-Unis? Il semble effectivement qu'il veuille parvenir à une sorte de règlement négocié. Le problème, comme le président et le secrétaire d'État le constatent ici, c'est le comportement de négociation des Iraniens. Vous savez, la façon dont ils opèrent, c'est... Je ne sais pas si c'est vraiment rationnel. On dit que ce sont des acteurs rationnels, mais c'est un schéma. C'est le comportement de négociation iranien et aucun président américain ne devrait s'attendre à autre chose de la part des Iraniens en ce qui concerne leur stratégie de négociation. Ils essaient essentiellement de vaincre les États-Unis en les endormant avec la perspective d'un accord négocié, puis en manipulant les termes ou en les violant carrément. C'est comme ça. Ils gagnent en arrêtant la méga-puissance des États-Unis, en restant au pouvoir et en humiliant essentiellement le président de l'autre côté à travers ces négociations. Et encore une fois, pour eux, il y a un jeu à court terme, non? Peut-être que ça dure quelques années ou seulement jusqu'aux élections de mi-mandat. Ils veulent attendre la fin du mandat de ce président, pensant qu'un autre président, peut-être un démocrate, pourrait arriver. Rappelez-vous, les deux derniers présidents démocrates voulaient conclure des accords avec l'Iran en levant les sanctions et en accordant de l'argent à l'Iran. On donnait de l'argent, l'administration Obama a offert des milliards de dollars à l'Iran, ou un président républicain voulant juste être isolationniste et en voyant ce que fait Trump actuellement et en disant « Vous savez, c'est exactement ce que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas nous mêler du Moyen-Orient. »
Donc, si d'une manière ou d'une autre, les Iraniens trouvent une stratégie pour contourner le président Trump, pour eux, ce serait la victoire ultime parce que Trump est probablement le seul à pouvoir faire cela. Maintenant, pour Israël, vous savez, ils ont dit, et il y a eu des rapports selon lesquels des hauts responsables affirment qu'ils ne croient pas qu'il soit possible d'arriver à un règlement négocié. Et ils pensent qu'un retour à une guerre totale est inévitable. Savez-vous ce qu'implique une guerre totale? Est-ce que cela signifie que les frappes vont se poursuivre comme ces 13 derniers jours avec des frappes de faible intensité, stratégiques, une par une ou chaque nuit? Ou bien est-ce que c'est, vous savez, que tout explose ou les États-Unis et Israël passent à la vitesse supérieure? Jusqu'à présent, comme nous en avons parlé dans l'émission la semaine dernière, Israël n'a pas participé. L'Iran a lancé des missiles balistiques dans tout le Moyen-Orient. Ils ont publié des rapports indiquant, vous savez, ne soyez pas à moins de 500 mètres d'un Américain, ce qui d'ailleurs montre bien que les missiles balistiques sont précis dans un rayon d'environ 500 mètres et pas plus près, ce qui d'un côté est incroyable quand on considère qu'ils tirent ces engins dans l'atmosphère depuis un pays lointain. D'un autre côté, il n'y a aucune garantie que ce missile atteindra sa cible. Donc ils ont dit, ne soyez jamais à moins de 500 mètres d'une base américaine, d'un soldat américain, car vous serez une cible. Mais ils n'en ont tiré aucun sur Israël. Jusqu'à présent, il y a donc un certain effet dissuasif. Qu'est-ce qui pousserait Israël à entrer en guerre? D'un côté, cela pourrait être l'Iran s'il décide, nous ne sommes plus dissuadés, nous allons simplement passer à l'action. Mais il semble que ce qui serait plus susceptible d'entraîner Israël dans la guerre, ce serait les États-Unis. Et si les États-Unis décident de revenir à une guerre ouverte, ils voudront probablement que leurs partenaires engagés dès le début les rejoignent à nouveau. Alex, nous n'avons pas évoqué les Houthis depuis plusieurs semaines. Ils ont décidé de refaire surface et ont ciblé des installations pétrolières saoudiennes en mer Rouge. Le président Trump a déclaré « Houthis, vous êtes restés silencieux pendant un certain temps, mais vous avez décidé de reprendre part au conflit. » Le président a averti que les Houthis, des groupes terroristes soutenus par l'Iran, que l'Iran est responsable et qu'il sera tenu pour responsable de toute attaque menée par cette organisation terroriste. Eh bien, absolument. Je veux dire, c'est l'un des réseaux de groupes terroristes que l'Iran a mis en place. Vous avez les Houthis, vous avez le Hezbollah, vous avez le Hamas. C'est leur réseau terroriste. Ils ont Kataib Hezbollah qui est en Irak et qui opère peut-être un peu en Syrie. Mais les Houthis sont l'un des principaux, les principaux acteurs ici sur la scène. Et oui, cela a été calme pendant un certain temps. Les États-Unis et Israël ont tous deux frappé les Houthis au Yémen de manière significative pendant cette guerre. Et les Houthis ont tiré des milliers, je pense, déjà de missiles balistiques vers Israël. Et ils sont maintenant de nouveau en guerre avec les Saoudiens. Et vous savez, donc vous voyez qu'il y a toute une dynamique régionale en jeu où les Saoudiens sont un allié des États-Unis. Vous avez vu MBS, vous savez, assis avec le président Trump. Vous savez, donc les Iraniens voient les Saoudiens comme collaborants avec les États-Unis et avec Israël. Et donc, ils utilisent leurs forces avancées, qui sont les Houthis, non seulement pour attaquer à l'intérieur de l'Arabie saoudite et essayer de la bloquer, mais ils peuvent aussi fermer essentiellement le détroit de Bab el-Mandeb. Et vous avez ici deux points d'étranglement stratégiques au Moyen-Orient. L'un est le détroit d'Ormuz dans le Golfe Persique, par lequel, vous savez, tout le pétrole venant du Qatar, des Émirats arabes unis, va sortir. Le pétrole iranien, tout cela passe par ces détroits. Et puis, vous avez le détroit de Bab el-Mandeb, qui se trouve au large des côtes du Yémen. Et c'est le canal d'entrée vers la mer Rouge et finalement vers le canal de Suez, qui est une autre des grandes voies maritimes commerciales du monde. Vous voyez donc ici que cette piraterie en haute mer est vraiment le principal levier économique que l'Iran a sur les États-Unis parce qu'elle affecte tant d'autres pays. Donc lorsqu'il tire des missiles balistiques sur Bahreïn, le Qatar et le Koweït, ces pays accourent vers les États-Unis et demandent « Que comptez-vous faire ?» Vous savez, quand les Houthis attaquent l'Arabie saoudite, qu'ils bloquent le détroit de Bab el-Mandeb et n'autorisent pas le trafic maritime commercial en provenance d'Arabie saoudite à passer et qu'ils bloquent le canal de Suez, qui est la principale source de revenus nationaux de l'Égypte. Ces pays interrogent les États-Unis. Que comptez-vous faire? D'accord. Et donc, le président des États-Unis subit cette pression.
À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'Israël. N'est-ce pas? Oui. Aux États-Unis, mais tout le monde dit « Nous savons, Israël nous entraîne, Israël ceci, cela ». Les Houthis combattent les Saoudiens depuis des décennies. Bien sûr. D'accord. Vous savez, les Iraniens ont déstabilisé l'Irak, la Syrie, le Liban, Gaza et le Yémen. Et par conséquent, tous les pays voisins de ces endroits où il y a une présence iranienne. Donc, vous voyez que c'est vraiment un problème que l'Amérique doit résoudre. Israël joue ici le rôle de ce qu'on appelle le meilleur second rôle. Vous savez, ils sont vraiment vaillants. Ils disposent d'excellents renseignements. Mais il y a certaines choses que seuls les États-Unis pourront faire eux-mêmes. Et bien sûr, si vous voulez que cela se fasse rapidement, vous devez le faire avec les États-Unis. Il semble que le président Trump n'ait pas encore décidé si c'est ce qu'il veut faire. Il semble toujours vouloir parvenir à un règlement négocié. Et vous savez, je pense que l'estimation israélienne est correcte. Parvenir à un règlement négocié n'est pas probable. Et un retour à une guerre à grande échelle est potentiellement inévitable, voire bien plus probable. Comme je l'ai dit, les abris antibombes sont ouverts et nous attendons de voir ce qui se passe. Je souhaite maintenant attirer l'attention sur le Liban. Une rencontre potentiellement historique a eu lieu cette semaine à la Maison-Blanche entre les présidents Aoun et Trump. Et l'accent était vraiment mis sur la possibilité d'aboutir à un accord de normalisation. Les États-Unis ont déclaré qu'ils soutiendraient le Liban. Ils aideraient le pays à se stabiliser. La plupart des discussions concernaient le Hezbollah, organisation terroriste non incluse dans les négociations. Les discussions incluaient d'éventuels retraits israéliens du Liban. Et aussi, le président Trump a mentionné pour la première fois depuis 1985 des vols directs des États-Unis vers Beyrouth. Pensez-vous que c'est une rencontre historique ou juste une réunion de plus? Le président Trump a déjà rencontré des dirigeants de Syrie et d'Irak. Que pensez-vous de la situation là-bas en ce qui concerne le Liban? Eh bien, il y a deux choses. Il y a la question de la réunion, et puis il y a la question des négociations entre Israël et le Liban qui ont lieu en ce moment. Maintenant, j'ai assisté à des réunions à la Maison-Blanche avec le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Je me souviens, par exemple, de la réunion où Trump a dit, en février, vous savez, juste après son retour au pouvoir, c'était la première réunion à laquelle Netanyahou est allé rencontrer le président. Et le président a alors déclaré que Gaza était une zone de démolition et que tous les Gazaouis devraient, au final, quitter la bande afin de libérer toute la zone de démolition. À l'époque, tout le monde pensait que cette réunion était historique et que cela allait devenir la politique du président et on allait commencer à voir l'émigration des réfugiés gazaouis hors de la bande, ce qui allait fondamentalement changer le conflit israélo-palestinien. N'est-ce pas? Finalement, cela n'a pas eu lieu. Donc, était-ce une rencontre symbolique? Oui, tout à fait. C'était la première fois que le président libanais se rendait à la Maison-Blanche depuis 2009. Et cela se déroule parallèlement, comme nous l'avons dit, à ces négociations qui comportent plusieurs séries entre Israël et le Liban, la dernière ayant eu lieu il y a un peu plus d'une semaine à Rome pour Israël. Les États-Unis, l'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leider, dirige la délégation. Et comme je l'ai mentionné, je crois, la semaine dernière dans l'émission, ces négociations se déroulent dans une atmosphère très positive et constructive entre voisins qui souhaitent tous deux voir le Liban débarrassé du Hezbollah. Donc, je pense que le président est, vous savez, en train de montrer du respect à Joseph Aoun, le président du Liban, qui s'engage dans un processus courageux avec Israël, qui pourrait s'avérer être un processus historique pouvant mener à une normalisation économique. Cela pourrait aboutir à une sorte de traité de défense. Cela pourrait potentiellement ouvrir plus tard la voie au tourisme entre les deux pays, ce qui est vraiment difficile à imaginer, car Israël lutte contre le djihad islamique et des organisations terroristes, y compris le Hezbollah, y compris les Palestiniens, vraiment depuis les années 80. Donc, si ce n'est pas avant. Donc, il y a une opportunité potentielle ici pour une normalisation entre deux pays qui veulent se débarrasser du Hezbollah. Et la seule raison pour laquelle c'est possible, c'est parce qu'Israël a déjà fait une grande partie du travail en affaiblissant énormément le Hezbollah. Hassan Nasrallah n'est plus là. Le Hezbollah n'est plus du tout près de la frontière israélienne comme auparavant. Donc, vous savez, je pense qu'il y a la possibilité d'obtenir, vous savez, un résultat historique issu de ces réunions
Bien sûr, ce que Alan veut, c'est de l'argent pour la reconstruction, vous savez, de la part des États-Unis. Il veut aussi des armes, de l'argent et de la formation pour les forces armées libanaises. Ainsi, elles pourront continuer à assumer une plus grande part de cette responsabilité, de continuer à repousser le Hezbollah ou au minimum s'assurer que le Hezbollah ne se reconstitue pas dans des zones qui menaceraient Israël, car la doctrine militaire israélienne a changé. Et si Israël voit que le Hezbollah prend des positions avancées qu'il considère comme une menace, non seulement immédiate, mais aussi à l'avenir, Israël va frapper maintenant. Et donc, chaque fois qu'Israël frappe, cela nuit en fait au potentiel de normalisation. Donc, ce qu'Alan essaye de faire, c'est de déplacer les forces armées libanaises plus au sud, faire reculer Israël. Ce qu'Israël a fait était très intelligent. Il voulait s'emparer stratégiquement de toutes ces terres jusqu'au fleuve Litanie. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés jusqu'au Litanie, puis ils sont allés au-delà du Litanie. Ainsi, lors des négociations, ils pourraient dire, d'accord, bien sûr, nous nous retirerons jusqu'au Litanie. D'accord? Et donc, Israël s'est retiré de quelques-uns des endroits stratégiques. Et je pense que nous verrons qu'il est censé y avoir un autre cycle de négociations lors de la première semaine d'août, une fois de plus, à Rome, dans un pays où le Liban et Israël se sentaient tous deux à l'aise de se rendre, contrairement à un pays comme la France. Les deux parties ont dit que, vous savez, l'Italie a été un hôte très accommodant et accueillant, et c'est un peu plus proche de la région que les États-Unis. Donc, vous savez, ce sera certainement l'un des sujets dont le premier ministre Netanyahou parlera probablement avec le président lorsqu'il se rendra à Washington. Voilà pour le Liban. Passons à l'Arabie saoudite, qui aurait pu être le sujet principal d'aujourd'hui. Cette semaine, le président américain Trump a approuvé un projet d'accord de coopération nucléaire civile avec l'Arabie saoudite. Cependant, quelques jours plus tard, sur Truth Social, il a déclaré que l'accord était soumis à l'adhésion de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham. Donc, il semblait que c'était peut-être un accord conclu, mais ensuite Trump a ajouté cela à la dernière minute en disant « Non, seulement si, s'ils rejoignent les accords d'Abraham ». Le bureau du Premier ministre a répondu à l'annonce de l'accord nucléaire civil en déclarant qu'il s'agit d'une conséquence directe de la force démontrée par Israël et les États-Unis face à Téhéran, l'élargissement du cercle de la paix, potentiellement. Cependant, vous avez des responsables israéliens de l'opposition qui disent qu'ils sont contre l'accord. Et je pense qu'il y avait un membre de la coalition, je crois, Avi Dichter, qui s'est exprimé contre tout type d'accord qui permettrait aux Saoudiens d'obtenir une quelconque capacité nucléaire, disant qu'Avigdor Lieberman a déclaré que cela pourrait déclencher une course aux armements nucléaires dans la région. Prenons cela en compte et parlons de l'Arabie saoudite. Eh bien, je pense que c'est exact. Je veux dire, cela a toujours été la menace. Et c'était la menace d'un Iran nucléaire dès le départ, à savoir que cela déclencherait une course aux armements à travers le Moyen-Orient. Et si l'Arabie saoudite dit qu'elle veut avoir un programme nucléaire civil, eh bien, un programme nucléaire civil est la première étape, vous savez, vers un programme d'armement nucléaire. Et cela indique qu'il y a une course aux armements nucléaires. Cela ne signifie pas que l'Arabie saoudite se dirige forcément directement vers les armes nucléaires, mais il semble qu'ils veulent être en position de se doter de l'arme nucléaire s'ils estiment que c'est dans leur intérêt stratégique ou qu'ils en ont besoin stratégiquement pour le faire. Donc, je pense que c'est un peu décevant. Et je peux comprendre pourquoi certains Israéliens seraient contre cela. Vous savez, Avi Dichter était un ancien chef du Shabak. Je veux dire, il a été chef des services de renseignement israéliens, des services de renseignement internes. Donc, vous savez, il faut prendre, je pense, ses opinions au sérieux. C'est l'un des responsables les plus haut placés de l'appareil de défense et de renseignement dans le parti du premier ministre Netanyahou et dans sa coalition. Et en même temps, certains autres, vous savez, et si l'opposition s'y oppose, il se peut qu'elle le fasse simplement parce qu'elle essaie de nuire à Netanyahou, alors que Netanyahou se prépare à des élections. Il semble cependant que Netanyahou soit satisfait. J'aurais toutes les raisons de croire que les termes d'un tel accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ont été soumis à Israël, qu'Israël les a examinés de manière approfondie, et qu'il a, vous savez, soit exprimé quelles seraient leurs préoccupations, soit revu à la baisse les contours de cet accord. Et en même temps, moi je crois que les États-Unis ont eu des discussions avec l'Arabie saoudite, des discussions approfondies sur le désir des États-Unis que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham.
Je veux dire, ce n'est pas un secret que c'est ce que le président recherchait. Donc, les Saoudiens, s'ils normalisent leur relation avec Israël, il semble qu'ils veuillent quelque chose en retour, n'est-ce pas? Vous savez, la question de savoir s'ils voulaient des F-35, c'est l'une des choses qu'ils ont clairement dit vouloir en échange de la normalisation, parce qu'à ce stade, ils ne vont pas normaliser pour rien, n'est-ce pas? Ils comprennent cela. Je pense que le président Trump le comprend aussi. Il propose donc quelque chose qu'ils veulent. Et oui, là, il est très optimiste quant au fait que les Saoudiens normaliseront au bon moment. En même temps, comme nous l'avons dit de nombreuses fois au cours de l'année écoulée, vous savez, si vous voulez voir une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, n'en parlez pas autant en public. D'accord. Souvenez-vous que les accords d'Abraham entre Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et Israël ont tous été signés sans que personne ne le sache. Nous nous sommes tous réveillés. Nous avons appris que cela se passait et c'était déjà fait. Cela avait été négocié en secret pendant de nombreux mois. Et je pense que vous aimeriez voir la même chose avec les Saoudiens. Simplement négocier quelque chose discrètement. Ne faites pas de grandes annonces sur ce qui va se passer. Et quand le moment sera venu, il suffit de l'annoncer. Alors, vous savez, il faut juste attendre et observer. Il est clair que tant Israël que les États-Unis veulent que cela se produise. Il semble également évident que les Saoudiens savent que la normalisation va avoir lieu. La question, c'est le timing et ce qu'ils obtiendront en échange de cela. Alex, tu as parlé des F-35, l'Arabie saoudite en veut peut-être ou pas, mais on sait très bien que la Turquie veut les F-35. On a vu cette réunion très amicale au G7, je crois que c'était il y a 2 semaines, entre le président Trump et le président turc Erdogan, dans laquelle le président a essentiellement laissé entendre « Oui, je suis prêt à leur donner les F-35 ». Eh bien, du calme. Le Bureau des affaires législatives du département d'État a déclaré que la Turquie n'est pas encore éligible pour obtenir ces F-35. Les F-35 sont transférables, ne peuvent être transférés tant que la Turquie ne respecte pas la loi américaine. Cela inclut la résolution du différend concernant son acquisition du système de défense aérienne S-400 fabriqué en Russie. Alors, attendons un instant. Cela ne va pas arriver du jour au lendemain. Le département d'État intervient ici en disant que la Turquie n'est pas prête pour ses F-35. C'est une excellente nouvelle pour Israël, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, qui ont mené une offensive diplomatique auprès du président et de son administration. Ils ont simplement averti à quel point ils pensaient que ce serait mauvais pour Israël si la Turquie obtenait des F-35. Ils ne voulaient absolument pas que la Turquie reçoive cela des États-Unis. Le président ne s'y est jamais engagé, n'est-ce pas? Il utilisait un langage vague lors de certaines de ses conférences de presse précédentes, et lorsqu'il s'est rendu au G7 qui avait lieu à Ankara, il a dit « Oui, c'est quelque chose que j'envisagerais. Vous savez, j'aimerais peut-être le soutenir. » Il ne s'est jamais engagé à le faire. Et maintenant, vous savez, après la fin de ce G7 et son retour à Washington, il s'est écoulé environ 1 semaine. 2 semaines se sont écoulées depuis le G7. Maintenant, vous avez Wesley Bell qui publie ceci. Cette lettre de réponse indique que la participation de la Turquie au programme F-35 reste inchangée et qu'elle ne peut donc pas encore recevoir de F-35. Passons à ce qui se passe ici sur la scène locale, si l'on peut dire, Judée et Samarie, ici dans l'État d'Israël. Je qualifierais cela de vague de terrorisme sur les 4 ou 5 derniers jours, voire 1 semaine. Vendredi, 2 Israéliens ont été tués. L'un était un soldat de Tsahal, l'autre un soldat de Tsahal, dans la réserve qui était le chef de l'équipe de sécurité d'urgence à la ferme Gilad où il y a eu un incendie criminel suspecté la semaine dernière. Mais pour en venir à vendredi dernier, 2 Israéliens ont été tués. Vous avez vu certaines des images de la scène où l'un des terroristes arabes a réussi à voler l'arme de ce chef de la sécurité et à retourner l'arme contre lui, le tuant ainsi qu'un autre soldat de Tsahal. Un groupe de soldats est arrivé et a réagi sur les lieux. Et maintenant, Tsahal a lancé une opération antiterroriste, une opération majeure dans le nord de la Samarie. Nous avons parlé de la possibilité d'une ouverture d'un autre front en Judée et Samarie. Je ne sais pas si c'est officiellement le cas ou non, mais cela a été extrêmement dangereux et meurtrier ces derniers jours. La veille, jeudi, il y a eu une autre attaque dans cette région. Et vous parlez du terrorisme par incendie criminel. Des Arabes, des terroristes ont allumé un feu, sachant que les équipes d'urgence juives allaient intervenir sur les lieux de l'incendie pour tenter de l'éteindre, et puis un Israélien a été grièvement blessé. Il est encore à l'hôpital. Une autre attaque contre un soldat a eu lieu jeudi pendant Tisha B'Av, impliquant une voiture bélier. Une voiture qui visait aussi toutes sortes d'attaques. Une autre près de la région de Sosia,
dans le sud des collines d'Hébron, hier encore. Je veux dire, tu penses que c'est... Je ne sais pas comment déclarer une vague officiellement, mais il y en a eu presque tous les jours, et jeudi et vendredi, il semblait qu'il y avait presque chaque heure une nouvelle attaque visant des Israéliens, et 2 Israéliens ont été tués vendredi. Oui, cela ressemble certainement à une vague. La question est de savoir si c'est une vague qui va s'atténuer ou si c'est une vague qui va maintenant mener à une violence de type intifada beaucoup plus intense, parce qu'en 2014, on avait vu des attaques à la voiture bélier et des attaques au couteau pendant l'intifada. Et vous savez, ces situations peuvent vraiment commencer à s'envenimer. Et il faut aussi comprendre qu'Israël déjoue des attaques en permanence, n'est-ce pas? Donc parfois, quand il n'y a pas de vague et que ça semble calme, sur le front intérieur, pas de grande attaque terroriste, mais cela ne signifie pas qu'ils n'essaient pas, juste qu'ils n'ont pas réussi. Mais ici, on voit, vous savez, quelques épisodes différents, des incidents où ils ont réussi, des attaques qui ont été mortelles, qui ont fait des blessés. Et lors d'une réunion la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, entre le premier ministre Netanyahou, le ministre de la Défense, le chef du Shabak, le chef d'état-major des services de renseignement. Et vous savez, ils ont dressé toute une liste de réponses aux attaques. Ils ont demandé des opérations antiterroristes importantes. Ils ont demandé des points de contrôle supplémentaires et une surveillance accrue. Et vous savez, j'ai vu en ligne hier soir qu'il y avait une publication d'un Arabe, un influenceur arabe ou une organisation arabe qui montrait la file de voitures venant du carrefour de Kalandia à Ramallah qui s'étendait sur des kilomètres parce qu'ils, vous savez, ils créent des barrages filtrants et contrôlent chaque véhicule en ce moment. Donc en Israël, ils prennent cela très, très au sérieux. Je ne sais pas si cela va maintenant se transformer en un nouveau front différent de ce que nous avons connu ces derniers temps. Mon instinct ici, c'est que c'est juste une petite vague. Nous avons vu quelques vagues depuis le 7 octobre à plusieurs reprises, vous savez, une sorte d'attaque terroriste consécutive. Mais je ne sais pas si nous avons vraiment constaté que les attaques terroristes en Judée et Samarie ont été plus fréquentes sur une longue période que ce qu'elles étaient même les années précédentes, le 7 octobre. Oui, donc Tsahal a annoncé samedi soir que 70 terroristes recherchés ont été arrêtés. Et comme vous l'avez mentionné, Tsahal déjoue environ 90% de ses attaques potentielles, il faut s'en souvenir. J'ai vu des images de commandos de Tsahal entrant dans des villages et arrêtant des personnes. Ils ont aussi parlé de la démolition de maisons, comme ils disent, la démolition, la maison des terroristes. Maintenant, il y a aussi l'autre côté de l'histoire ici, c'est que vous aviez des individus de Shabbat Gilad, vous savez, qui faisaient de la randonnée dans certaines zones. Maintenant, certaines personnes rapportaient qu'ils faisaient de la randonnée dans les zones B et les zones A, qui sont, vous savez, généralement considérées comme des zones où les Israéliens ne sont pas censés aller, surtout dans la zone A. La zone A est la zone qui est sous contrôle administratif palestinien total, mais aussi sous contrôle militaire palestinien. Cela ne signifie pas que les FDI n'y vont pas, ils y vont tout le temps, mais vous savez, la zone B est l'endroit où l'armée israélienne entre et sort à sa guise tout le temps. Il n'y a aucun contrôle sécuritaire de l'autorité palestinienne dans ces zones. Mais comme vous le voyez, quand on regarde la carte et comment les zones A, B et C ont été divisées, ce n'est pas une zone proprement délimitée. Vous savez, il y a des zones à l'intérieur des zones et il y a de petites poches de zone A et de zone B entourées par la zone C, qui sont les zones sous contrôle total israélien, à la fois administratif et militaire. Donc, il est difficile de savoir exactement où il faisait de la randonnée à ce moment-là. Mais, et vous voyez, quand vous allez vers la zone A et que vous prenez les routes en Israël et vous conduisez sur les routes en zone C et vous voyez qu'il y a une route qui mène à la zone A, il y a un grand panneau rouge qui indique que vous êtes sur le point d'entrée dans la zone A et qu'il est illégal pour les citoyens israéliens de le faire. Que nous avons installé, Israël a installé. Israël les installe. Et en fait, ce que ce panneau fait, c'est quoi? Il donne presque carte blanche aux Palestiniens pour faire ce qu'ils veulent à un Israélien si un Israélien entre dans la zone A. Oui, ce qui est une situation dangereuse, une situation très difficile à croire. Je veux dire, un Palestinien qui entre dans la zone C et il y a des Palestiniens qui conduisent sur les routes de la zone C ou qui viennent à Jérusalem ou dans une autre zone. Ils ne se font pas lyncher parce qu'ils sont dans la zone, n'est-ce pas? Alors, vous savez, on voit clairement cette dualité ici où les Israéliens ne sont en principe pas censés aller dans la zone A palestinienne.
Mais s'ils y vont, cela ne veut pas dire qu'il y a un permis de tuer. Et donc, il y a bien eu cette fusillade ici, et malheureusement, Benaya Hummel, âgé de 32 ans, un père de 2 enfants, je crois, qui a été tué, et c'est un problème sérieux. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qui a été rapporté comme des attaques de représailles potentielles de la part des jeunes des collines qui rôdent dans ces zones. Et vous savez, ils sont principalement, je les appellerais, des adolescents marginalisés qui tiennent beaucoup à la terre, qui ont le sentiment que l'armée ne fait pas un bon travail pour sécuriser la zone et qui décident de faire justice eux-mêmes. Maintenant, Israël est un pays doté d'un système juridique et d'une armée. Ce n'est pas utile pour le gouvernement. J'ai entendu de nombreux hauts responsables dire que cela nuit à leurs relations diplomatiques avec d'autres pays lors de telles attaques de représailles. Vous savez, où ces avancées et ce qui est souvent rapporté comme étant la soi-disant violence des colons. Mais je pense qu'il faut l'établir ici très clairement, que vous savez, avoir quelques centaines de jeunes qui courent partout, et par jeunes, j'entends aussi bien des adolescents que de jeunes adultes, même jusqu'à la vingtaine, vous savez, qui courent partout. Ce n'est pas du tout le même niveau que ce que vous avez ici avec le terrorisme palestinien. Vous savez, là, c'est à une toute autre échelle, bien plus grande. Et c'est très pratique pour les médias, je dirais pour la gauche politique, pas seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Venir dire et vous savez, il y a du terrorisme, il y a la violence des colons. Vous savez, on met les deux sur le même plan. Ces deux choses ne sont absolument pas comparables. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées par des terroristes palestiniens au fil des années. On parle aussi de la soi-disant violence des colons comme des attaques menées par les jeunes des collines. Cela peut aussi être une réponse à une attaque terroriste palestinienne par une unité d'intervention d'urgence rapide de la communauté, et ils qualifieront cela de violence des colons. Ils qualifient même de violence des colons les visites de Juifs sur le mont du Temple, pourtant autorisées par la police israélienne, et répètent parfois cette accusation. Donc, il est important de replacer cela dans son contexte, en admettant un problème ici, que nous ne voulons vraiment pas que nos jeunes prennent la justice entre leurs propres mains. Nous avons une armée pour cela. Nous avons un gouvernement qui donne des instructions à l'armée sur ce qu'elle doit faire. Mais toute personne qui pense que ce qu'ils appellent la soi-disant violence des colons est équivalente au terrorisme palestinien, ce n'est pas le cas. Nous ne parlons pas de la même chose. Absolument. Il y a eu environ 7000 attaques terroristes depuis les zones de l'autorité palestinienne contre des Juifs l'an dernier, contre très peu d'attaques venant des Juifs. Cet incident soulève aussi un autre sujet, même si je n'ai pas encore tous les détails. Une enquête est en cours sur le meurtre de 2 Israéliens vendredi. La question est, avaient-ils peur de tirer sur ces Arabes? Beaucoup de gens se demandent s'ils ont hésité parce que... Il y a des règles d'engagement. Oui, tu vas écouter si tu tires. Donc beaucoup de gens disent, n'ont-ils pas tiré assez vite? Parce que l'Arabe, et encore une fois, Dieu m'en garde, je ne juge pas ceux qui étaient sur place. Je ne sais pas exactement, vous savez, ce qui leur passait par la tête à ce moment-là. Mais si tu regardes certaines des vidéos qui circulent, tu sais, l'Arabe a réussi à voler l'arme du garde de sécurité et à l'utiliser contre lui. N'a-t-il pas utilisé assez de force? Je ne sais pas. C'est juste cette question. C'est un échec, je veux dire, si vous avez une arme pour une raison. Si un Palestinien s'approche de vous de manière menaçante, c'est à ça que sert votre arme. Elle est là pour protéger votre vie. Malheureusement, je pense que statistiquement, une personne a plus de chances d'être tuée avec sa propre arme qu'avec n'importe quelle autre arme. C'est une statistique sans doute facile à comprendre, mais il ne suffit pas d'avoir une arme. Il faut aussi être formé parce que perdre son arme peut non seulement être mortel pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes. Et d'ailleurs, ce dont tu parlais tout à l'heure, quand un juif réagit en légitime défense, tout à coup, les caméras se mettent à tourner et ces anarchistes et extrémistes, ces gens de l'extrême gauche, tu sais, ils sont prêts à filmer dès qu'un juif réagit. Et ensuite, ils appellent ça la violence des colons, comme si c'était eux qui avaient tout déclenché. Et puis, même quand tu regardes comment certains médias israéliens en parlent, tu sais, j'ai vu le jour même dans le Times of Israel, ils faisaient référence à plusieurs incidents. Ils ont appelé ça un échange de tirs entre Israéliens et Palestiniens. C'était une attaque terroriste. Des Israéliens en randonnée ont été attaqués par des Arabes, presque lynchés. Et puis, vous savez, l'un des Israéliens était armé et a finalement été atteint par balle. Ensuite, quand la mêlée a éclaté et que d'autres forces de sécurité sont arrivées dans la région,
D'autres personnes ont été touchées dans la zone en réponse. Mais cela ne veut pas dire qu'une fusillade a simplement éclaté. Ce n'est pas comme dans un film de cow-boy ici. Vous savez, c'était une attaque terroriste. Oui, et ils ont même dit dans le titre « 4 Palestiniens et un Israélien tués », comme s'ils étaient égaux. Mais on va s'arrêter là et passer à autre chose, parce que notre dernière histoire aujourd'hui, et ça aurait aussi pu être vraiment le tout premier sujet. Le Premier ministre israélien Netanyahou se rend à Washington, D.C. le lundi 27 juillet à l'invitation du président Trump. Je crois que c'est sa 7e visite depuis que le président Trump est en fonction. Du moins, c'est ce qui est écrit ici, 7e visite. Le Premier ministre Netanyahou assistera également aux funérailles du défunt sénateur américain Lindsey Graham. Donnez-nous un aperçu, si possible. Il me semble que vous avez accompagné le Premier ministre lors de 4 ou 5 précédents déplacements. Que peut-on attendre de cette 7e rencontre entre Netanyahou et Trump à la Maison-Blanche? Je crois que c'est la... Il est écrit 7e. Je pensais que c'était la 8e rencontre à la Maison-Blanche. Peut-être. D'accord, c'est écrit ici que c'est la 7e. Vous savez, le président n'est pas en fonction depuis si longtemps. Aucun autre dirigeant mondial n'a voyagé autant de fois, loin de là. C'est vrai. Vous savez, je me demande combien ils sont même allés 2 fois. Et je doute que quelqu'un y soit allé 3 fois, et certainement personne n'y est allé 7 fois. Et cela montre simplement la coopération très très étroite qui existe entre les États-Unis et Israël. Avant chacune de ces visites, chacune d'entre elles, il y a toujours des tensions rapportées entre les deux administrations. Et j'ai constaté que lorsque je couvre ces visites, une partie de mon travail consiste à expliquer qu'il n'y a en réalité aucune tension, que c'est un récit fabriqué. Et je pense qu'ici, on voit que s'il y avait une tension entre le président des États-Unis et le premier ministre, il n'aurait pas été invité. Bien sûr. Et maintenant, d'ailleurs, il n'était pas clair si cette invitation allait se concrétiser à ce moment-là. Il y a déjà quelques semaines, les États-Unis et Israël avaient annoncé qu'une rencontre aurait lieu prochainement. Et puis, immédiatement après avoir appris le décès de Lindsey Graham, nous savons que Lindsey Graham était un dirigeant américain qui a rencontré le premier ministre Netanyahou, probablement autant, voire plus, que n'importe quel autre sénateur ou membre du Congrès, vous savez, au cours d'une très longue et brillante carrière de plusieurs décennies. Et donc, il était normal que le premier ministre Netanyahou veuille lui rendre hommage. Des questions sur la date des funérailles se sont déjà posées. Je crois que cela fait près de 2 semaines depuis la mort de Lindsey Graham. Ici, en Israël, donc si quelqu'un décède, Dieu nous en préserve, il est généralement enterré le jour même, parfois même le soir même. Vous savez, donc, on ne comprend pas vraiment le fait d'attendre 2 semaines pour que les funérailles aient lieu. Mais bon, vous voyez, ça arrive aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Mais cela n'a été annoncé que, je crois, vendredi, qu'il a été annoncé que le premier ministre allait voyager pour cette réunion qui va coïncider. Il est provisoirement prévu pour mardi. Les funérailles de Lindsey Graham sont censées avoir lieu mardi à 14 heures. Donc, on peut supposer que cette réunion avec le président aurait lieu mardi matin avant cela. De nombreux sujets sont à discuter. Il est rapporté que le premier ministre va transmettre des renseignements sur Pickaxe Mountain, comme nous en parlions, transmettre des renseignements sur tout autre mouvement iranien visant à reconstruire le programme nucléaire. Et il pourrait très bien y avoir, vous savez, d'autres informations hautement classifiées qui ne peuvent tout simplement pas être transmises par voie électronique. Et nous avons déjà vu cela se produire à plusieurs reprises, où le premier ministre se rend sur place et, vous savez, il y a ce qui est annoncé comme étant discuté lors des réunions, et puis il y a ce qui est réellement discuté lors des réunions, et parfois ces deux choses se recoupent, et parfois il y a des choses qui ne sont tout simplement pas discutées avec la presse. Je crois que le premier ministre et le président ont beaucoup de choses à discuter. Et évidemment, la priorité à l'ordre du jour sera de savoir s'il va y avoir ou non un retour à une guerre totale qui inclurait Israël, les États-Unis et évidemment l'Iran. Restez à l'écoute, bien sûr, sur jns.org pour la rencontre entre Netanyahou et Trump.
Nous devons vérifier ces statistiques, mais JNS s'en chargera. C'est tout pour Jérusalem Minute cette semaine. C'était Alex Treyman, PDG de JNS. Je suis Josh Chastain, correspondant de JNS. N'oubliez pas de nous laisser un super merci, abonnez-vous et rendez-vous sur JNS TV pour tout ce contenu incroyable. Et bien sûr, jns.org pour toutes les dernières actualités et les informations de dernière minute d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Rendez-vous la semaine prochaine sur Jérusalem Minute, JNS TV.